Bonjour, bienvenue à tous sur le plateau du Backpacker. On est aujourd'hui en cette rentrée de septembre pour le 7e épisode. Je le rappelle, le Backpacker, donc du coup, c'est une série qui a été conçue pour promouvoir l'entrepreneuriat, un peu comme une série à la Netflix où on a l'envie de décomplexer et donner à l'envie de tout le monde de monter sa boîte. On a démarré par comment s'entourer pour évoluer sur comment on s'entoure et comment on recrute. MVP to scale, etc. Et aujourd'hui, énorme sujet, on a déjà passé un niveau. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir dans notre émission quelqu'un que je connais dans la vraie vie, mais que j'ai aussi découvert via son entreprise. C'est le cofondateur SEO de Partout, donc Thibaut Renouf. Salut Thibaut, comment tu vas? Très bien, et toi? Bah ouais, voilà. Alors je disais, on se connaît un petit peu. Ouais. On s'est rencontrés pour la première fois. Tu étais passé dans une de nos émissions qui était le choc des titans, donc sur notre émission sur le produit, Ouais. où tu intervenais justement quand on donnait cette petite touche un petit peu sur l'entrepreneuriat. On se connaît aussi également dans notre club Bootstrap qu'on a monté avec Caroline Payou et bien d'autres. On est une cinquantaine aujourd'hui, il y a je pense un peu plus de 2 ans. Ouais. Euh, mais avant tout, on se voit aujourd'hui parce que tu es le CEO de Partout. Alors peut-être pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter aujourd'hui? Ouais, donc moi je suis le co-CEO en fait de Partout. On est deux à gérer la société aujourd'hui. Donc je m'appelle Thibaut Renouf. J'ai rejoint Partout il y a maintenant 6 ans. On était une dizaine de collaborateurs et mon rôle au départ c'était directeur financier, directeur des opérations. Et en fait au fur et à mesure on a formé un binôme avec Thibaut. Moi je suis devenu directeur général et aujourd'hui on gère la société à deux. Thibaut va plutôt avoir un profil entrepreneur et moi ce qu'on appellerait scaler, c'est-à-dire structuration de la société. Donc ça permet d'avoir des compétences complémentaires et d'avoir un rôle complémentaire au sein de Partout. Ok, trop cool. Du coup, tu disais, tu as démarré en tant que directeur des opérations et directeur financier. Toi, tu as rejoint Partout. Vous étiez combien du coup? On était une dizaine. En fait, moi, j'avais un profil business. J'ai fait le BCG, le Boston Consulting Group, Ok, en tant que consultant. Et j'avais monté une boîte aussi qui s'appelle toujours SoGuide, qui est une agence de voyage. Et donc, j'aimais bien l'entrepreneuriat. Et j'ai découvert Thibaut par un ami d'amis. Donc, on est trois Thibaut, ça fait le fondateur, moi et toi. hmm, En fait, on s'est bien entendu. J'ai mis 6 mois à prendre ma décision. Et au départ, je le rejoignais pour l'aider à structurer donc opération, finance. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai pris différents postes, on a fait grandir les équipes, et donc mon job a évolué, le sien aussi, et on a trouvé un peu un équilibre à deux. ok, trop cool. Alors, je mets les pieds dans le plat sur un sujet, je ne sais pas si tu vas aimer, pas aimer ou pas. On a pas mal d'entrepreneurs aujourd'hui qui nous regardent, hein. On a une cible plutôt de product people, de tech et d'entrepreneurs. Je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se posent une question. Oh, ok, il vient du BCG. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un certain type de profil, euh, selon toi, qui existe sur le marché, tu vois, qui viennent de cabinets de strat, qui viennent de grandes écoles, on va dire un peu des gens qui vont avoir peut-être tu vois, un cerveau, une grosse capacité de travail et d'analyse. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que le BCG, c'est quelque chose qui t'a définitivement aidé dans le fait de rejoindre Partout pour structurer la boîte? Ouais, clairement, je pense que enfin, le BCG, d'ailleurs beaucoup de cabinets de conseil donnent une certaine capacité surtout de synthèse et de se plonger dans des sujets assez rapidement et de faire de, cette synthèse et cette capacité à gérer plusieurs sujets en même temps, et aussi l'efficacité qui est nécessaire dans ce type de job, permet ensuite d'être assez efficace. Et c'est vrai qu'en arrivant chez Partout, il y a plein de choses que j'ai appris sur place et d'autres choses que j'ai apportées. Et c'est vrai que sur certains piliers, notamment les piliers de structuration, c'était utile d'avoir ces compétences. Et d'ailleurs, j'ai continué à recruter dans les cabinets de conseil, notamment mon chief of staff qui vient aussi du BCG et d'autres personnes parce que je trouve qu'il y a une vraie complémentarité entre des gens qui ont vraiment un esprit très entrepreneurial, très créatif, qui lancent plein de sujets, et des gens qui justement vont prendre ces sujets et vont leur permettre d'être scalables et d'être pérennes. Et en fait, c'est vraiment cette complémentarité que j'ai avec d'autres profils. Et oui, je pense que c'était ce que recherchait Thibaut. Et pour la petite histoire, Olivier Vaury, qui est un des premiers investisseurs au sein de Partout, qui était directeur financier d'Amazon, qui est maintenant directeur financier de Mano Mano, était un ancien du BCG. C'est aussi comme ça que j'ai rencontré Thibaut. Ok, ok, bah super intro. Alors, on parle de Partout. On va beaucoup parler de Partout. Enfin, le but, c'est pas de faire de la pub pour Partout, mais quand même de savoir un petit peu dans quel écosystème vous évoluez. Qu'est-ce que vous faites pour les entreprises? Alors, donc nous, on accompagne les entreprises pour être qu'elles soient plus proches de leurs clients, et on accompagne plus spécifiquement les points de vente. En fait, on a deux types de clients. On a ce qu'on appelle le marché enterprise,
où c'est les réseaux de points de vente, et le marché SMBs, où c'est des points de vente uniques, par exemple le coiffeur en bas de chez toi. Et tout ce qu'on va faire pour eux, c'est les accompagner dans leur transition digitale. La première chose qu'on a fait, le premier produit, c'est un produit qui s'appelait Présence Management. Donc en fait, on va mettre à jour les informations des fiches Google que tu vois, des fiches Facebook, Instagram, Waze. Toutes ces informations, on les met à jour de manière automatique sur plus de 200 000 points de vente partout dans le monde. On est présent dans plus de 150 pays. Et ces fiches, elles sont vues 40 milliards de fois par an. Donc en gros, tu vois des fiches et des informations que nous, on fournit sur Google tous les jours, dès que tu vois sur Google Maps, etc. Ça, c'est notre premier produit. Et ensuite, sur la base de ce produit, on a construit toute une suite de produits. On en a près de 6-7. Des produits qui sont autour de la gestion des avis. Donc dès que tu vas laisser un avis sur un restaurant, on va tout centraliser sur une app mobile pour permettre au point de vente de répondre à ses avis, TripAdvisor, Facebook, Google, mais aussi faire ses posts réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, Google, etc. Et tout, collecter des avis, centraliser ses messages. Et donc on va vraiment être la plateforme digitale pour accompagner les points de vente dans leur relation client. Ok, et donc ça, j'imagine, vous existez depuis 7 ans, c'est ça? Non, la Un boîte, peu toi, tu es là plus. depuis 7 Moi, ans, je un suis peu là. plus? Ouais, la boîte a un peu plus 8 ans, 8 ans et demi, je pense. Ok. Alors, du coup, tu es arrivé chez Partout pour aider à scaler, à structurer, à passer de 10 collaborateurs à 400 aujourd'hui, c'est bien ça? Exactement. Ouais. Waouh, 400, ça doit C'est- faire du monde. Ouais, ça fait beaucoup de monde. Je pense que l'année, on a le plus. Enfin, on n'a jamais fait plus que doubler. Je pense que c'est un des enjeux assez difficiles, c'est de ne pas avoir une croissance qui fait de 10 à 100, puis ensuite 120, 150. Et nous, on a fait plutôt une croissance exponentielle, c'est-à-dire qu'on est passé de 10 à 20, de 20 à 40, de 40 à 80. Et donc l'année dernière, on a recruté 200 profils. Et donc là, on est vraiment dans une phase d'hyper-croissance, mais on s'appuie sur un socle de collaborateurs qui sont là depuis quand même longtemps. On en parlait juste avant, Mhm. sur les 10 collaborateurs, moi quand je suis arrivé, il y en a encore 7 qui sont là, 6 ans après. Et donc on a ces personnes qui sont un peu le cœur historique, et en fait il y a des gens qui sont arrivés au fur et à mesure, et il y a quand même une base qui permet sur laquelle on s'appuie pour perdurer les valeurs, les process, la connaissance métier, etc. Ok. Alors, j'avais pas démarré par là, mais du coup, on va faire ça. Est-ce que tu penses que pour quelqu'un qui va avoir une entreprise qui va commencer, tu vois, à générer du revenu, donc qui, on va dire, commence à être sur le succès, de la rentabilité, un produit qui fonctionne, des clients qui sont contents, etc., il faut tout de suite poser les bases j'allais dire peut-être, partager un petit peu le capital de l'entreprise, associer des gens à un projet. Est-ce que tu penses que si jamais vous n'aviez pas, peut-être, parce que je sais qu'on en parlait, il y a certaines personnes chez toi qui, depuis le début, bah, forcément, ont eu peut-être un petit peu de capital via des BSPCE ou autre, j'en sais rien. C'est quelque chose qui va permettre de structurer sur le long terme sa boîte. C'est-à-dire que, est-ce que sans ça, tu penses que Partout serait à l'identique aujourd'hui? Alors, il y a plein de sujets sous ça. Je pense que déjà, les gens commencent à avoir un peu une conception de ce que vaut le capital, ce Mhm. qui n'était pas forcément le cas au début de Partout, ou au début, par exemple, de la première boîte que j'avais qui était ce guide. Je veux dire, il y a des gens, ils donnent 5% à leurs stagiaires ou 10% à leurs premiers employés. Ce qui est très important, et ça, c'est de considérer le capital comme ayant une valeur potentielle énorme. Et moi, c'est une des choses que je dis aux gens, typiquement avec qui je parle, qui montent des boîtes, c'est chaque part de capital que vous donnez, faut le donner à des personnes de confiance, et il faut le donner avec parcimonie. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de donner 10% au premier employé. Et ça, c'est le premier aspect. Et je pense que oui, pour maintenir des collaborateurs motivés et engagés dans un projet long terme, c'est important de donner des parts. Il y a différentes manières de donner des parts. Il y a un peu l'idée de sécuriser des personnes clés. Donc c'est ce qui a été fait avec moi, avec Vincent Coirier, le directeur commercial, Guillaume Lavoisier qui est responsable de toute l'équipe client, etc. Et ça très tôt. Et là, plus récemment, on a ouvert le capital de Partout via des BSPCE à l'ensemble des salariés. Et ça, c'est un peu incentiver, faire sentir à tout le monde qui participe du projet et qui bénéficie aussi de la croissance et de la valeur de l'entreprise. Ok, ok. Parce que je pense, tu disais, on n'a pas autant, on a plus la notion de capital maintenant qu'à une certaine époque. Ouais. Je pense que c'est vrai, mais je dirais plutôt que ça a été, ça s'est modulé dans le sens où aujourd'hui, j'ai presque l'impression que si tu travailles dans le monde de la tech ou autre, c'est quelque chose qui est presque parfois un peu, c'est même un peu abusé, c'est presque un dû. Les gens ne se rendent pas compte qu'ils ont entre leurs mains Ouais. du capital. Je sais pas si tu vois. Bah, en fait, il y a plein de. Je pense que c'est un sujet, typiquement, on parlait d'Alexandre Bonetti juste avant, donc le CEO de Simple et Beau, il avait écrit un article dans Tribes sur le sujet des BSPCE. Je pense que c'est un sujet qui est assez complexe, assez mal compris, que en fait, quand on arrive dans une boîte au tout début,
tu vas bénéficier de la croissance énorme qui va y avoir sur le long terme. Et donc tu vas avoir un prix d'exercice de ton BSPCE qui est faible. Je pense que si tu arrives dans une boîte qui a déjà, typiquement comme partout, 400 employés, la part que tu reçois, le potentiel de gain est plus faible. Donc il y a plein de choses à regarder et je pense que oui, beaucoup de gens gagneraient à se renseigner énormément sur ce sujet parce que parfois ils se font leurrer. On leur dit ça vaut 40 000 euros typiquement et en fait c'est pas du tout ce que ça vaut. Et parfois au contraire ils se rendent pas compte de la valeur que ça peut avoir, notamment sur des toutes petites boîtes au tout début. Mais quand je disais les gens avant se rendaient pas compte de cette partie capitale, c'est que on pouvait donner un advisor 10% d'une société et des choses comme ça. Aujourd'hui ça a plus de sens. Donc oui, avant de donner des parts, il faut clairement parler à des gens qui l'ont fait. Parce que typiquement, moi j'ai vu beaucoup de sociétés avec qui je discute qui sont bloquées ensuite par un capital qui est trop éclaté et où les opérationnels parfois ont une part trop faible. Donc typiquement, si je vais donner à des advisors ou je donne beaucoup à des personnes qui partent et qui se retrouvent avec des parts du capital, donc il y a plein de choses à penser aussi sur ces sujets-là. Alors, c'est vrai qu'on pourrait en faire un sujet à part entière. En Ouais. plus, je sais que là-dessus, toi, tu es calé. Peut-être plus pour revenir sur le sujet comment structurer son entreprise. Là, je parle de notre cas perso qui est côté WeVoo. Donc aujourd'hui, on a un peu plus d'une centaine. Nous, on avait mis une règle dès le départ, hein, dès le jour 1, en disant qu'on voulait que 10% de nos salariés soient incentivés au capital de l'entreprise. Donc, on a ouvert une espèce de manco qui détient 5% du capital. Aujourd'hui, je pense que l'entreprise WeVoo ne serait absolument pas l'entreprise qu'elle est aujourd'hui sans avoir déjà dit on veut partager ça avec nos salariés. C'est-à-dire que déjà, c'est une preuve un petit peu, je pense, voilà, on n'est pas seul maître à bord, etc. Nous, ça a été surtout un organe qui nous a permis en fait de dire on vous donne du capital et en fait, on veut vos insights pour un peu ne pas être dans notre tour d'ivoire ou notre tour d'argent et perdre un petit peu les fondamentaux de l'entreprise. Et tous les jours au quotidien, aujourd'hui, on a une dizaine d'associés qui nous guident sur différents sujets. Et donc, en tout cas, moi, je pense que côté WeVoo, on n'aurait pas pu structurer l'entreprise sans avoir aujourd'hui ces associés qui nous guident au quotidien. Enfin, je pense que c'est un outil puissant. On va revenir sur toi. Donc, du coup, tu es arrivé en tant que co-CEO. Ouais. Peut-être pour démarrer, ce serait quoi ta définition d'un CEO? Parce que souvent, j'entends, ou d'entrepreneurs, j'entends des gens qui disent je vais monter ma boîte et qui disent ils sont sales, ils vont dire je vais être un killer sur le sales ou je suis product, je vais faire un super produit et qui peut-être ne prennent pas la dimension globale. Structurer son entreprise, tu vois, CEO, c'est un peu. Voilà, ce serait quoi ta définition? Alors, moi, c'est marrant parce que je pense qu'il y a autant de périmètres de CEO que de CEO. Il y a des gens qui vont énormément se concentrer sur la com externe, il y a énormément qui vont se concentrer sur le produit, etc. Moi, ce que je pense, la partie la plus importante pour moi, c'est plutôt de se répartir les rôles d'un point de vue de l'équipe fondatrice. C'est-à-dire que le CEO, c'est quand même censé être quelqu'un d'assez polyvalent, qui a une vue globale sur l'entreprise. Et si demain, je monte une société avec un sales et un tech, peut-être que je vais me dire, ok, il faut que je me forme sur le produit, il faut que je sois à la force du produit parce que ça nous manque. Inversement, si je monte une boîte avec 3 tech et un product, je vais peut-être me dire, ok, moi mon rôle ça va être faire le business. Et en fait, je trouve que en un sens, le rôle du CEO complète l'équipe et a une connaissance un peu globale. Et donc, un autre challenge avec Thibaut, ça a été justement de se dire comment on se marche pas sur les pieds et comment on complète notre équipe. Et finalement, moi ce que je vois dans les sujets que je traite aujourd'hui, la majorité des sujets que je traite, c'est je viens en appui régulièrement sur différents projets pour essayer, pas de colmater, mais d'apporter de la valeur un peu globale sur des sujets qui sont stratégiques pour la période. Dans les périodes de scale, tu as des sujets de knowledge management qui sont hyper importants, on en parlera peut-être, tu as des sujets business. Knowledge management. Knowledge management, c'est gestion de la connaissance. Donc gestion de la connaissance, c'est tous les outils qui permettent de formaliser soit des process, soit des connaissances métiers, etc. pour que quand tu dépasses un certain nombre d'employés, tu puisses, que les nouvelles personnes puissent connaître en fait tout ce qui a été mis en place, etc. sans avoir besoin de répéter, de réexpliquer. Donc c'est gestion des process, quoi. Ok. Et donc tu as plein de choses qu'on a fait avec Thibaut sur lesquelles on s'est mis. Et typiquement, là, notre rôle a énormément évolué entre le moment où on était au début, où moi j'étais un CEO, COO, donc 13 opérations, j'allais dans les différentes équipes, j'essayais de scaler le truc. Ensuite, je suis passé plutôt à un rôle où on a travaillé avec Thibaut sur les questions de vision, de management, essayer de faire monter les managers. Et là, on est plutôt sur des rôles qui est complètement nouveau et qui est en même temps hyper challengeant, hyper intéressant, qui sont des rôles de leadership, justement à essayer de prendre la parole, à insuffler quelque chose d'un peu plus puissant, donner une vision à horizon 5 ans, prendre la parole devant 400 personnes, ce qu'on n'avait jamais fait avant. Donc le rôle du CEO, pour moi, il est à la fois dépendant des personnes avec qui on travaille à un moment donné et dépendant de l'histoire de l'entreprise. Et c'est justement pour ça, je pense qu'énormément de CEO
passent la main à certaines époques de leur taille de boîte, parce que justement, ils identifient des compétences qu'ils n'ont plus et qu'ils doivent soit aller chercher ailleurs, soit se faire remplacer. Et c'est pour ça, aux US, il y a plein de boîtes en ce moment qui dépassaient, je sais pas, 300 employés, ils donnent la main à une nouvelle personne, parce qu'ils se disent, ok, c'est plus ce que j'aime, ou alors c'est plus ce sur quoi je suis bon. Et avec Thibaut, c'est des questions qu'on se pose régulièrement, c'est est-ce qu'on est la bonne personne à l'heure actuelle pour accompagner la boîte sur la prochaine étape. Et ça, c'est de la remise en cause. Et franchement, tous les managers, partout, c'est aussi ça le scale, je pense. Ouais, C'est se ouais, remettre bien en sûr. cause à chaque fois en disant j'ai été bon pour passer de 10 à 50. Est-ce que je serais bon pour passer de 50 à 100? Est-ce que je serais bon pour passer de 100 à 300? Et là, je parle de nombre de personnes, mais c'est la même chose pour les questions Ok. de chiffre d'affaires. J'allais te poser ça, j'allais te dire, est-ce que quand vous étiez 10 et que tu es arrivé, tu t'étais imaginé que potentiellement vous auriez pu être 400? Enfin, vous aviez déjà cette vision? Bah, en gros, on parlait de BSPC tout à l'heure. Moi, j'avais un kicker à 4 millions de revenus après 3 ans. Donc, en gros, Thibaut m'avait dit si jamais on passe le chiffre d'affaires de 400 000 à 4 millions en 3 ans, tu fais x10, tu débloques des parts de l'entreprise. Et d'ailleurs, on était alignés avec certains membres du COMEX, par exemple Vincent, sur ces modalités. Donc, dès le départ, on s'était dit ok, en 3 ans, on va faire 4 millions. Donc, c'était déjà un truc qu'on s'était fixé. Après, on est passé de 4 millions à la 20 millions à l'heure actuelle. On a fait 80% de croissance là sur les 12 derniers mois. C'est vrai que je pensais. Ouais, je me dis. En fait, c'est marrant parce qu'on. C'est la question de est-ce que tu y crois ou est-ce que tu y aspires? Oui, on aspirait clairement à ce qui s'est passé. On aspirait même à mieux puisqu'on se disait on peut tout faire. Mais est-ce qu'on y croyait vraiment? De toute façon, c'est toujours. Je pense aussi, c'est un des rôles des CEO, c'est d'être à la fois très très optimiste Mhm. et essayer d'être un peu inspirationnel en disant voilà ce qu'on veut aller faire. Et pour la petite histoire, quand Thibaut, on a atteint les 5 millions, Thibaut avait fait un discours, c'était une soirée osée, il avait dit qu'est-ce que c'est 5 millions si on peut faire 100 millions? Et là, on s'était tous marrés. Et 2 semaines plus tard, on avait présenté le plan Apollo, qui est le plan de croissance de partout pour 2025, où l'objectif est d'atteindre 100 millions. Donc il y a un côté un peu, oui, t'y crois, c'est un peu une blague, et puis en fait, Et tu mets en place un plan derrière pour y ouais, arriver, quoi. Ouais, ok. Ok, alors juste, j'ai loupé la question de Python Ski, mais tu as reparlé des BSPCE vite fait, on y répond 2 secondes. Sur quel plan d'année les BSPE sont-elles le mieux gérées et impactent le mieux l'entreprise? alors la majorité, c'est 3 ans. Hmm. Si le mieux, c'est d'être un peu alignés les uns avec les autres. Donc je pense que pour moi, 3 ans, c'est à peu près le plus intéressant. Il faut savoir que les plans de BSPCE, normalement, avec l'entrée de nouveaux actionnaires, notamment les fondateurs, sont réengagés. Donc typiquement, nous, là, si on discute avec des actionnaires, on sera réengagé sur des plans. Pourquoi? Parce que à chaque étape de la vie de l'entreprise, tu as envie d'engager les personnes clés. Donc moi, typiquement, j'ai été engagé 3 ans, puis nouveau 3 ans, là ça fait 6 ans, et je vais peut-être me réengager pour 5 ans. Donc en fait, c'est des réengagements successifs, et à chaque réengagement, tu as un bénéfice, un intérêt à rester. Donc oui, je pense que c'est des blocs de 3 ans. Après, aujourd'hui, on reste dans des boîtes, souvent les gens ils restent 3 ans dans une boîte, maintenant ça fait 6 ans, je me dis peut-être que je resterai encore 5 ans, et je pense que, c'est un autre sujet, hein, mais l'intérêt dans une boîte qui scale, c'est que le métier que j'avais et que les gens avaient à l'époque où on était 10 a rien à voir avec celui où on était 50, qui n'a rien à voir avec celui qu'on a aujourd'hui. Et en plus, il y a des gens qui prennent du management et il y a des gens qui se réorientent, des sales qui passent product, etc. Donc il y a, ce que je disais au tout début, c'est 7 personnes sur 10 qui sont encore là 6 ans après. Ces 7 personnes ne font absolument pas le même métier qu'il y a 6 ans. Donc clairement, il y a l'intérêt BSPCE et l'intérêt changement de poste hein, Ok. qui compte. Alors là, du coup, on va rentrer dans le côté structure. Tu as évoqué plusieurs fois des paliers. Tu as dit Ouais, quand on passe de 10 à 50, de 50 à 100, tu as dit de 100 à 300. Alors, ouais. voilà. Est-ce que c'est un peu, toi, tu t'es dit, tiens, il y a vraiment des paliers de structuration de l'entreprise où là, tu t'arrêtes, tu fais un point d'étape et tu as presque envie d'un peu de reconstruire ou tu vois, je sais pas, souvent on entend des boîtes qui grandissent vite, qui scale, où tu as un peu l'impression que tu vois, tu viens rajouter et à un moment, il faut un peu tout déconstruire pour refaire quelque chose de propre. Comment ça s'est passé pour vous, vos différentes étapes? Ouais, il y a plein de sujets. Après, moi, je suis assez bavard, donc il y a plein de trucs Roosevelt qui m'évoquent des choses. Déjà, le premier truc, c'est on utilise le proxy des employés pour calculer la croissance d'une boîte. En parlant avec Guillaume Webège, qui est le CEO de Lemlist, il me dirait c'est un faux proxy et si une boîte est capable de faire 10 millions avec 10 personnes, c'est mieux. Donc pour moi, il y a des paliers qu'on utilisera par nombre de personnes, mais je pense qu'il y a aussi des paliers de chiffre d'affaires ou des Mhm. paliers, par exemple, nous, le nombre de commerçants qu'on aide. Donc ça aussi, c'est des paliers qu'on s'est un peu fixés. Mais si on prend uniquement le proxy du nombre d'employés, je pense que
l'image que moi j'ai et qu'on m'avait un peu donnée à l'époque, c'était quand tu montes une boîte, en gros, tu es dans une boîte à outils et toi, tu ranges tes outils et constamment, t'en balances en plus dans ta boîte. Tu vois. Et toi, tu dis, ah, j'ai un tournevis, je vais le mettre avec les tournevis. Mais en fait, c'est un tournevis carré, donc il faut que je le mette avec le tournevis. Et en gros, tu changes tous ces trucs pendant des heures et à un moment, t'en as trop. Et là, normalement, faut ralentir et se dire, ok, je vais prendre un peu de temps pour remettre les gens au bon endroit et réorganiser. Et je pense que souvent, tu as des périodes où tu as des périodes d'accélération, puis des périodes où tu ralentis, puis des renouvelles périodes où tu accélères. Là, typiquement, partout, on est dans une phase de ralentissement des recrutements. Donc, on a quand même, comme je te disais, 200 personnes à recruter. Mais on ne va pas faire x2 en recrutement cette année. Là, on est 400, on ne va pas faire 800. On fera peut-être 500, 600, à voir. Et parce que le contexte macroéconomique fait que tu as envie d'avoir des moments où tu ralentis et d'autres moments où justement, tu réaccélères. Donc oui, pour moi, il y a clairement des paliers. Et ces paliers vont permettre aussi de rassembler les gens autour de la culture. C'est quelque chose qui n'est pas seulement bien pour les process, pour l'orga, c'est aussi des moments où tu te dis, ok, tout le monde souffle. Et puis, il y a aussi l'équilibre vie perso, vie pro qui joue. Il y a des moments où on se retrouve en Comex, on se dit, ok, là, on a fait les bourrins depuis 6 mois, tout le monde va bien, ouais, je suis un peu fatigué, ok, on va peut-être faire un peu moins de croissance sur les people et se reconcentrer sur rendre les gens plus efficaces, onboarder, plus heureux, etc. Et donc, ça, c'est des coups d'accélération. Ok, vie d'une boîte. Donc, dans ces processus, un petit peu, on voit bien qu'il y a mise en place des processus, il y a mise en place ou stabiliser des expertises. J'imagine si vous avez 6 ou 7 produits, bon, bah, ça fait appel peut-être à des fois des différentes expertises. Tu as tout ce qui est la logique d'animation. Quand je dis logique d'animation, ça va être la communication, tu parlais de knowledge management, ça va être l'animation des équipes, les carrières, etc. Aujourd'hui, une boîte de 400 personnes comme partout, est-ce que tu sais un peu nous faire un éventail de tous les services, tu vois, des plus importants, je sais, toi tu vas me dire. Quand tu dis service, Quand je dis service, c'est-à-dire que quand tu crées une boîte, au tout début, tu te dis, bon, vous avez démarré, vous aviez de la tech et des sales, il me semble. Jusque maintenant, je suis sûr que vous avez des services qui sont là pour le bien-être des collaborateurs, RSE. Enfin, tu vois, est-ce que tu as un petit peu tout l'éventail des services que vous avez mis en place de manière successive? Bien sûr. Moi, en vrai, c'est un sujet moi, qui me passionne. Parce qu'à un moment, quand justement je m'intéresse à tous les sujets d'organigramme, etc., les gens me disaient, ouais, non, mais l'organigramme, on s'en fout. Mais en fait, pour moi, l'organigramme, c'est une représentation de tes enjeux et comment tu réponds à tes enjeux business par des équipes. Et donc, pour moi, c'est assez fondamental. Et comment moi, je vois les choses par rapport à ça, c'est un peu la mitose. Donc, tu sais, les cellules. La mitose. En gros, c'est ce qu'on voit en SVT, en première. Tu as une cellule et à un moment, elles se séparent, clac, et elles grossissent, puis elles se séparent encore. Et en gros, tel que moi je voyais les choses, au départ, tu as souvent une expertise technique et une expertise business. Donc, typiquement, un CTO et un CEO, mais tu peux avoir, je sais pas, un restaurateur et un CEO, enfin, tu vois, et chacun a son expertise. Et ensuite, tu vas avoir une division de chacune des cellules. Donc, potentiellement, ton CEO, ça va se séparer entre la partie, ce qu'on appelle, la partie gestion client et la partie commerciale. Et ensuite, dans la partie tech, tu vas avoir la partie produit et la partie ingénieur. Et donc, en gros, aujourd'hui, tel que nous, on est structuré en 4 grandes équipes. Tu as une première équipe qui est l'équipe revenu. Donc, c'est toute l'équipe qui va faire de la croissance sur l'acquisition client, mais aussi upseller les clients existants, donc c'est-à-dire vendre à plus. La deuxième équipe, c'est une équipe gestion client. Donc là, il y a des postes assez classiques, notamment les customer success. Donc les customer success, c'est les gens qui vont gérer les clients, c'est-à-dire ceux qui payent, et les customer care, qui s'appellent aussi support dans l'ancien monde, et qui eux sont plus en charge des utilisateurs. Ensuite, tu vas avoir une troisième équipe, qui est l'équipe tech, qui comprend alors, plein de métiers. Je pense que ceux qui nous écoutent les connaissent mieux, mais il va y avoir les ingénieurs, les DevOps, etc., les products. Ensuite, nous, ils sont regroupés par feature team, qui sont elles-mêmes regroupées par tribes, un peu les squads de Spotify. Ensuite, on a toute l'équipe produit où tu as du design, du QA, de la data, etc. Ça, c'est la troisième grande équipe qui est l'équipe tech. Et la dernière équipe, et je pense pour nous, c'est c'est une des plus importantes pour moi parce que c'est elle qui travaille le plus avec moi, c'est l'équipe Scale. Et cette équipe, elle va être composée notamment des équipes RH. Et dans les équipes RH, après, on pourrait les détailler, mais tu as ceux qui font l'acquisition et ceux qui font la gestion, et après, tu as plein de sous-parties. Tu as les équipes finance, ops, knowledge et legal. Tu vas avoir aussi les équipes, nous on a les équipes strat maintenant. Je parlais de mon chief of staff, et maintenant il a une équipe, ils sont 5-6, et donc eux ils font tous les sujets de pricing, d'internationalisation, etc. Donc très simplement, tu as ceux qui vendent, ceux qui renouvellent,
ceux qui font le produit et ceux qui supportent la croissance. Ok. Et donc, du coup, dans tes équipes revenus, pour que nos auditeurs comprennent bien, tu englobes à la fois la dimension du coup marketing et sales. Ouais, alors ça dépend des cas, Hmm. parce que comme je le disais au début, nous on a une partie qui s'appelle Small and Medium Business, Ok. donc c'est les petits commerçants, et une partie grand compte, où là ça va être, nos clients ça va être Carrefour, Leroy Merlin, Leclerc ou Crédit Agricole, quoi. Et donc ça c'est très différent, le marketing s'adresse de manière différente quand tu parles à un directeur marketing de Carrefour ou à la boulangerie en bas de la rue. Donc vraiment après tu vas avoir différentes dimensions. Tu vas avoir des dimensions métiers, c'est celle qu'on donnait, les quatre. Hmm. Tu vas avoir aussi une dimension segment, donc SMBs versus enterprise. Et après nous on va beaucoup plus loin parce que tu as les très grands comptes qu'on appelle les méga deals, tu vas avoir le mid-market, tu vas avoir les SME, ensuite tu vas avoir les SMBs. Donc tu peux tout segmenter en taille de compte. Et après, tu as une troisième dimension qui se rajoute, c'est les pays. Donc nous, on a nos équipes commerciales, comme tu disais, elles vont comprendre la France, l'Espagne, l'Italie, l'Amérique latine, le Middle East, le UK, l'Allemagne. Et donc toutes ces tranches, en gros, si moi je te dis je suis dans l'équipe revenu, je peux être Sales Enterprise en Espagne. Et après, pour la structuration des équipes Sales, donc des équipes revenus, elle est aussi profonde. Là, je pourrais en parler déjà pendant des heures parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de métiers différents au sein des commerciaux. Et des métiers, nous, quand on arrive chez Partout, pour donner une idée, on fait 2 semaines de formation où nous, on essaie que chaque product, tech ou n'importe quelle équipe sache la différence entre un BDR, un Business Development Representative, un account executive, un pre-sales, un key account manager, etc. Donc on fait des formations pour que n'importe qui dans la boîte dise « Moi, je suis CAM sur le marché SMBs ». Les gens disent « Je vois dans quelle équipe t'es ». Il y a des couleurs, il y a des sigles, il y a des acronymes et les gens doivent assez vite se repérer parce que l'enjeu principal de tous ces sujets d'organigramme, c'est surtout un enjeu de cohésion et de collaboration. Si tu sais pas qui fait quoi, tu peux pas travailler ensemble et tu peux pas t'identifier à ce que font les autres. Et je pense que c'est vraiment l'enjeu principal que nous on Ok. a sur le long terme. Donc chaque personne qui onboard, que vous onboardez, Ouais. 15 jours de découverte un petit peu de l'entreprise. Ouais. Ok. J'imagine que ça doit avoir un énorme coût, ça, en termes, parce que c'est génial pour structurer la boîte, faire en sorte que les gens se connaissent, bossent bien ensemble. J'imagine que vous voyez ça aussi comme un coût qui doit avoir un retour Non, fort sur investissement, si on peut parler Enfin, moi, en fait, ce qu'on s'est dit aussi, c'est. Moi, je voulais et on voulait tous un onboarding qu'on aurait aimé avoir en tant qu'employé. Et en fait, nous, on fait même un pré-onboarding avant que la personne. Tu vois, si tu viens chez Partout et que tu passes un entretien, maintenant, on t'envoie des docs. Par exemple, l'employee value proposition. C'est 10 pages qui t'expliquent si tu as des RTT, si tu as des tickets resto, machin. Plein de trucs qui sont processés. Ensuite, tu as ta formation métier et ensuite, tu rentres dans 2 semaines de formation. Mais cette formation, c'est pas que sur les différents métiers. Tu vas avoir une formation sur le produit, sur les valeurs, sur les RH, etc. Et donc, ouais, je pense que ce process d'onboarding pour n'importe quelle boîte qui scale, c'est un des enjeux principaux. Ok. D'ailleurs, ta value proposition pour les employés, tu nous l'avais filée et on l'a prise et on l'a dupliquée. On vient de la refaire. Non, ah bah ok, bah ouais, alors nous on l'a refaite, elle est plutôt maintenant au goût du jour, mais c'est clair qu'en fait on se rend compte que l'onboarding c'est quand même quelque chose, en tout cas avoir la connaissance de savoir où est-ce que tu es, qu'est-ce qui est pas capable de faire. Moi je me souviens, tu notais même genre pour les gens qui arrivaient la machine à café, le café je crois, Ouais, plein voilà, de trucs. c'est des choses, c'est bête, mais c'est des petites choses qui font que tu arrives et tout de suite tu vois un peu l'environnement dans sa globalité. On a une question, alors c'était par rapport à... donc c'est Alex Brice qui la pose, c'est quel était le palier le plus dur à passer? C'est-à-dire que je pense que tu l'as bien dit, il y a autant d'entreprises que de boîtes qui ont Ouais. grandi. Tu peux soit voir ça par le nombre d'employés, soit par la taille du revenu, soit par le nombre de commerçants. Vous, votre palier, ça a été quoi? Un palier vraiment, waouh, Covid, pas Covid, Non, non. non, Covid, c'était la période là où on a fait la plus d'accélération et qui s'est le mieux passé. Mhm. La pire période, la plus dure, c'est autour de 3 millions de revenus, 35 personnes, 40 personnes, dette technique, plus rien qui marche. Et je pense que quelqu'un qui monte une boîte et qui te dit j'ai jamais senti j'ai jamais cru que j'allais faire faillite. Soit il a levé 200, 300 millions et il a le cash pour survivre pendant 50 ans, comme c'est le cas de certains, soit il te ment. Mais à ce moment-là, avec Thibaut, moi je m'étais dit on est quasiment fini, on a eu toutes les merdes possibles. On a eu l'acteur américain qui a levé 300 millions,
qui arrive en France et qui recrute à fond. Tu as l'acteur allemand qui est arrivé, un procès qu'on a lancé contre un concurrent qui nous faisait des sales coups. La dette technique qui arrive, l'équipe tech qui part, il reste 2 personnes. C'était en 2018. Et je me rappelle, donc Thibaut avait fait un truc assez bien. On s'était dit, ok, comment on fait pour remotiver tout le monde? Parce qu'en vrai, on compensait des bugs par des équipes care, donc support. C'était vraiment très 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 dur. Et en fait, ce qui a sauvé le truc, c'est que les gens kiffaient le projet et étaient engagés dans le projet. Et donc, c'était un matin, on avait foutu tout le monde, on s'était tous mis dans une salle, on avait une bouteille de champagne et on avait trinqué en se disant, on se rappellera de cette pire journée de l'histoire de partout et en fait, un super souvenir, parce que c'est finalement le moment où on a renversé le truc et on s'est battu et on a réussi. Et franchement, moi, c'est sans doute le meilleur moment de partout, de tout. Et pourtant, j'en rentrais le soir en pleurs et tout. Enfin, c'était vraiment la partie, c'est vraiment la pire période et en même temps la période où il y a eu le plus de cohésion et de pète. Enfin, genre, mais le sentiment où tu te dis, bon, en fait, on est tous dans la même galère. Ok, ouais, on se bat. D'ailleurs, c'est assez marrant. Je pense qu'on côtoie tous les deux beaucoup d'entrepreneurs au quotidien. Ça, c'est quelque chose, je pense, on peut le dire un peu à tous les gens qui se disent, tiens, t'entends, il y a le côté un peu sexy, t'as monté une boîte, ça marche bien, j'imagine, on doit vous le dire souvent. Il y a quand même ce côté, quand tu es du côté avec les entrepreneurs, d'avoir le sentiment que tout est fragile au quotidien, que tu sois 10, 50, 100, 400. Je pense que tu as toujours ce petit côté d'avoir un peu peur de tout perdre. Est-ce que vous, alors tout perdre, c'est peut-être plus le temps passe et plus tu es rodé, entre guillemets, tu apprends à vivre avec ce risque. Mais est-ce que vous, c'est encore quelque chose que vous percevez au quotidien, tu vois, contexte macroéconomique, des acteurs Ouais. qui lèvent des sommes faramineuses Non, en fait, en gros, je pense que donc moi je suis arrivé quand on était 10, la boîte elle avait déjà quelques années et Thibault Lévy-Martin avait enfin il s'était battu vraiment beaucoup parce que franchement enfin je vais pas raconter son histoire à sa place mais je pense que c'était sans doute la partie la plus difficile parce que vraiment il y avait rien, pas de besoin, pas d'éducation donc il faut Mhm. créer le besoin, créer l'éducation, expliquer aux gens et tout. Toute cette partie, je pense que c'est la partie la plus galère parce que c'est là où il y a le plus de boîtes qui tombent. Et à part, enfin, et c'est un point aussi, c'est qu'on avait levé assez peu d'argent. Les principaux risques qu'on avait, c'était des risques financiers. Typiquement, et je pense que c'est le cas de beaucoup de boîtes, hein, mais nous, on n'avait pas levé. Et quand j'étais directeur financier et que j'avais dans mon compte 100 000 euros à la fin du mois et que j'avais 300 000 euros de salaire à payer, que je venais de payer, mais il me restait 100, je sentais ce truc des boîtes bootstrap. Je pense que là, tu es vraiment dans une situation où tu te dis, c'est trop con, le business marche hyper bien, mais on est short en cash. Ça, c'était la période où on avait le sentiment que tout pouvait s'écrouler. Et c'est cette période, en 2018, qui est une galère. Et aujourd'hui, on fait 20 millions, on crame pas 8, 9 par an. Donc 8, 9 millions, millions. millions par an. Et tu vois, on peut devenir rentable dans le pire des cas. Ça se fera pas de la meilleure des manières. Mais si genre vraiment c'est la crise totale de toutes les boîtes, il n'y a plus personne, enfin vraiment dans le pire des cas, on tombera pas. Et encore, on peut même s'en sortir en gardant tous les effectifs, tu vois. Bon, après, enfin, on ne sait jamais ce qui peut se passer, mais je veux dire, aujourd'hui, la probabilité que partout soit dans la merde, elle est assez faible. Et surtout qu'on a un actionnaire qui est assez fort et qui a un intérêt conséquent dedans. Euh, donc il y a moins ce stress Actionnaire que tu qui est peux citer, Webedia. qui est Webedia, ok, ouais. Ouais. Et donc on est moins dans ce stress de fin de la boîte. Je pense que le plus gros stress hein, aujourd'hui, c'est le danger de perdre la culture, de perdre l'âme et de perdre l'envie de venir au taf. C'est vraiment ça. Nous, ce qu'on veut, je- genre, c'est pas la fin de partout, c'est la fin de notre manière de faire les choses, de venir, je veux dire, d'être content, de voir les gens contents. Ça peut disparaître. Le jour où tu vois les gens, tu arrives au tuyau, tout le monde te tire la gueule, ça peut Et, disparaître. et du coup, tu vois, ça, je pense qu'il y a l'âme un peu de l'entreprise. Ouais, Après, ça s'accompagne et ça se manage. C'est-à-dire que je pense que si tu avais laissé exactement la même structuration de boîte quand vous étiez 10 que maintenant, tu vois, tu parlais de knowledge management, etc., ou de manière de se réunir ou de communiquer, comment vous avez structuré la communication vis-à-vis de vos équipes. Parce que ouais. je te donne un petit exemple que nous on a vécu qui est à mon avis tu vois, très loin de ce que vous pourriez vivre. C'est que nous, quand on est passé de 30 à 40 collaborateurs dans l'entreprise, tout se faisait un peu de manière latine, où tu vois, Thibaut disait quelque chose, tout le monde entendait, ou Marine disait quelque chose. Voilà. Et puis très vite, on s'est rendu compte que quand on disait quelque chose, avant on était des spécialistes pour revenir sur quelque chose qu'on avait dit.
Et en fait, on se rendait compte que plus on grandissait et plus en fait, ce que tu avais dit, en fait, il n'y avait peut-être pas l'effet retour arrière. Voilà. Comment vous l'avez structuré? Parce que je pense que tu es obligé de le structurer. Ouais, c'est hyper vaste. Alors, donc, t'as plein d'aspects qui sont extrêmement importants. Je dirais, là, qui me viennent en tête direct, tu en as trois que je vois qui sont hyper importants chez nous. Le premier, c'est les OKR, Objectives and Key Results, qui sont les trucs qu'on met en place tous les quarters. Je pourrais y revenir. Le deuxième, c'est les organes de décision. Juste OKR, t'aimes bien ça ou pas? Bah, nous, ouais. Non, mais tu aimes les. Enfin, J'aime beaucoup. ok, très bien. Beaucoup. Là, hier, j'ai revu les OKR de la strat, du marketing et de je sais plus quelle équipe. Et ce matin, j'ai refait ce des ups, je crois. Et enfin, à chaque fois, c'est juste un moment où on dit c'est quoi ton objectif pour le quarter? Qu'est-ce que tu veux faire? Comment? Et c'est vraiment des sujets hyper strat. Et moi, j'aime bien parce que ça me permet de voir. Parce qu'en fait, tu peux pas avoir une vision sur tous les projets de la boîte. Et se reposer et dire ok, toi en tant que manager d'une équipe de 20 ou 30 ou 40 personnes, où tu veux aller sur le quarter? Je trouve ça trop bien que les personnes elles se disent ok, je vais pas parler de tous les petits projets, je vais juste dire les 4 grands trucs c'est ça, et voilà les sous-trucs. Et ça, je trouve ça hyper agréable. Et surtout que ça permet aux gens de se parler, parce que quand c'est aussi d'autres concepts qu'on a mis en place, mais qui sont liés aux organes de décision, de pousser les managers à se parler, à communiquer sur où ils vont. Parce que quand tu as 10 managers qui ont toutes des équipes de 40, bah, ça veut dire que tu as 10 boîtes qui peuvent potentiellement aller dans des trucs séparés, et en plus qui vont dire ah mais moi j'ai pas réussi ça parce que lui il a pas fait ça, etc. Donc tu as des interdépendances qui sont énormes. Et pour moi les OKR c'est quand même un moment assez important chez Partout. Ok. Tu les expliques, tu les présentes comment? Ça se passe en physique? Vous avez des outils, je sais pas, Slack, Notion Très très simple, Google Slide. Google Slide, ok. En gros, ce qu'on fait, c'est genre en gros un mois avant le début du quarter, Thibaut et moi on se pose et on se dit c'est quoi les 4 grands objectifs de la boîte sur le quarter qui arrive. C'est quoi les 4 trucs qu'on veut absolument qu'il se passe. Donc par exemple là un des trucs c'était faire attention, avoir une approche PNL par pays, par truc, faire attention aux finances. Ça typiquement c'est un truc un peu conjoncturel. Tu vas avoir un autre truc qui va être mieux prospecter les très grands comptes parce que c'est une stratégie qui est importante pour nous pour s'internationaliser, etc. 4 grands objectifs. Ensuite on l'envoie à tout notre COMEX et notre board et on leur dit écoutez voilà ce qu'on veut faire. Comment chacun de ces points-là se décline pour vous. Donc là, eux, ils réfléchissent à comment ça se décline, ils font des points avec leurs équipes, ils le font à leur N-1, chacun écrit ses trucs, ça remonte, on en rediscute, et ensuite on fait un board avec, on est une quinzaine, où on arrive, on fait un peu les méthodes d'Amazon où on présente pas mais les gens lisent, donc tu as 1 heure de lecture où tu lis tous les OKR de tout le monde, et tu mets des commentaires sur ton Google Slide. Genre là je comprends pas, moi j'ai pas ça dans mon truc, pourquoi toi tu dis que tu dois vendre tel produit alors que la roadmap elle finira en novembre et donc tu n'auras pas le temps de le vendre, donc vendre 200 000 balles de ce produit c'est pas possible. Et donc en gros tout le monde commente et ensuite tu prends ta partie et tu réponds aux commentaires. Une fois que c'est fait, on l'envoie à toute l'équipe strat, ils lisent tout, ils structurent tout, ils font un digest qu'ils envoient à tous les employés. Un digest qui est digérable. Ok. Parce que sinon, tu as 120 slides horribles à lire pour n'importe quel employé. Mais en même temps, on a envie de dire à l'employé où on va. Et ensuite, on fait des présentations de fin quarter, une en français, une en anglais, donc devant 300 et 100, où on va passer 1 heure avec Thibaut à dire tout ce qu'on a fait ce quarter, tout ce qu'on a réussi et tout ce qu'on va faire le quarter prochain. Et donc, en gros, on voit tous les chiffres, tous les trucs, on élit les meilleurs sales, les meilleurs CS, les machins, on va donner des awards, on va remercier les gens, et c'est un moment de communion. Donc ça, c'est un premier gros truc. Tu as un deuxième gros truc qui est tes organes de décision. Et ça, en vrai, ça peut être un détail, mais tu vois, on a des comités par segment, on a des comités tech, et ça, c'est une fois toutes les 6 semaines. Et tu pousses les gens à présenter des trucs, à parler des problèmes, etc. Ok. Et tu as un troisième truc qui est ce qu'on appelle les Friday meetings, c'est des all-ends. Tous les vendredis, tu as 1 demi-heure pour expliquer les actualités de la boîte, en français le vendredi et en anglais le lundi. Ok. Et ben alors, je vais revenir sur le deuxième sujet que tu as évoqué. Le premier, je pense que tu l'as bien expliqué. Le deuxième, sur la partie gouvernance, on va dire prise de décision. Je te donne un exemple pour illustrer ça. J'étais avec un pote entrepreneur là cette semaine qui me disait je monte ma boîte, ils sont une dizaine, ils ne sont pas d'accord les 2 cofondateurs sur. Ils sont à 50-50, tu vois, et c'est quid du budget pour faire une belle charte graphique, etc. Enfin, tu veux, sujet qui peut se discuter à un moment ou un autre. Comment vous, entre le moment où vous étiez une dizaine et là aujourd'hui vous êtes 400, j'imagine que vous ne
pointez pas et vous validez pas chaque décision. Comment ça s'est orchestré un petit peu ce moment où vous étiez peut-être à deux avec Thibaut et que vous preniez toutes les décisions, jusqu'au moment où vous avez un petit peu donné la main à vos équipes pour qu'ils prennent ces décisions à votre place. Et VS, votre COMEX, votre pareil, structure. c'est un milliard de décisions. Je pense que c'est un milliard de sujets différents, mais je pense que typiquement il y a un premier truc qui est d'essayer de travailler pour que chaque personne elle prenne des décisions, et donc en gros c'est un peu le truc de localize décision. Localize decision, et c'est plein de trucs, je crois que c'est Shopify qui avait fait des trucs comme ça, où tu dis que le principal problème c'est quand toutes les décisions sont prises par le top management, et on a beaucoup de discussions avec notre comex, ils disent vous nous laissez pas assez prendre des décisions, et en même temps nous on essaie de les pousser à faire ça. Moi comment je vois les choses, c'est facile de dire ok, juste un message ok, et c'est la pyramide, je sais pas si tu vois la pyramide de Helpful. C'est le premier niveau, c'est il y a un problème, le deuxième niveau c'est voici les solutions, le troisième problème c'est la solution que je recommande. Enfin, avant, tu as les causes. Ouais, nous on appelle ça les level 5 chez nous. Ah bah c'est ça, ouais. c'est The Helpful Hierarchy par, je sais plus qui l'a écrit, The Helpful Hierarchy. Donc ça c'est un truc que je fais en formation de tous les onboarding, de tous les nouveaux. Donc en gros c'est d'essayer de rendre possible que chacun puisse prendre des décisions, non pas forcément en décidant, mais en disant voilà ce que je recommande, et après la manager a juste à dire oui. Ça c'est un premier sujet. Tu as un deuxième sujet qui est un sujet d'alignement. Tu vois, quand tu dis ils ne savent pas faire le budget pour l'achat graphique, des machins, en fait Thibaut et moi, genre maintenant quand moi je prends une décision, je lui dirais juste un petit est-ce que tu me suis, et en fait dans 80% des cas, 90% des cas on essaie de suivre. Pourquoi? Parce que tu détruis plus de valeur en prenant du temps à faire certaines décisions, slash en te contredisant encore plus en public, que en fait on se répartit les règles, on se répartit les sujets, et dans 90% des cas je me dis je fais confiance à Thibaut sur cette décision. Donc déjà on a les deux Thibaut, deux CEO, c'est ultra pratique. Ça me permet de finir à 19h, et tu vois là je suis là et on se dit c'est le CEO de partout, et en même temps lui est peut-être autre part en disant je suis le CEO de partout. Donc ça c'est aussi un petit hack qui nous permet d'avoir une vie privée pro équilibrée, mais ça oblige à être à l'aise sur ça. Et je pense que le dernier point, et c'est à mon avis un des points je pense le plus important à faire très tôt, c'est le système de valeurs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu te dis de toute façon les décisions qui vont être prises sont des décisions qui respectent mon système de valeurs, tu dis bah, au pire c'est une mauvaise décision process. Mais le système de valeurs, être aligné entre COMEX, entre fondateurs, etc., sur qu'est-ce qui est important pour moi dans cette boîte, rien que ça, toi, les vrais sujets, c'est souvent des sujets de valeur, je trouve, les vrais sujets où ça devient un peu tendu, ou des sujets très strat, très orientation de la boîte. Et donc c'est vérifier que tes cofondateurs ils sont alignés avec tes valeurs, et parfois juste faire des points. Avec Thibaut, on s'est fait des points où on se disait chacun pourquoi on est encore là, qu'est-ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce qu'on veut faire, c'est quoi le sens de ta vie dans 10 ans, qu'est-ce que tu veux. Et en fait, tu t'alignes sur des trucs comme ça, et donc à partir du moment où ton système de valeurs est proche, tu te dis ok, c'est bon, il va prendre la bonne décision, ou en tout cas, il me fait confiance. Ok, alors je vais te poser une espèce de double question pour prendre une question de Home 92140. En gros, tu parlais là de la gouvernance en mode interne partout. Je te lis la question de Home 92140 et puis je te poserai ma question également. C'est bonjour, est-ce que partout est visé comme d'autres sociétés, start-up, scale-up qui lèvent beaucoup de fonds, ont une grosse capitalisation, potentiellement un gros CA également, mais ne gèrent pas de bénéfices? Certains médias parlent d'éclatement d'une bulle. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais là-dessus pour te poser la deuxième question qui était plutôt liée du coup au sujet dont on parlait, qui était la structuration. Est-ce que tes actionnaires aujourd'hui impactent et influencent beaucoup ta manière de diriger, de structurer l'entreprise, ou ils te font confiance? Alors, ou c'est vraiment voilà. Donc, double question. Donc pour la première question, la question de la croissance versus la profitabilité, qui est un peu la question de la bulle. Ouais. En gros, il y a plein de sujets en ce moment, et je pense qu'en fait ce qu'il faut voir, c'est je ne sais pas s'il y en a qui connaissent la Rule of 40, c'est le nouveau truc à la mode qui est assez intéressant, dont tous les fonds, où tous les gens parlent dès qu'on parle de cette bulle. C'est en gros, il faut que potentiellement, pour qu'une société soit relativement stable, il faut que l'EBITDA plus la croissance soit supérieure à 40%. Donc si je fais moins 100% d'EBITDA, c'est-à-dire si je fais un chiffre d'affaires de 20 millions et que je fais moins 20 millions d'EBITDA, donc je fais moins 100%, il faut que je fasse 140% de croissance. En gros, il faut imaginer la corrélation qu'il peut y avoir entre profitabilité et croissance. Donc la question de est-ce qu'il y a une bulle qui éclate? Oui, s'il y a des boîtes qui perdent beaucoup d'argent, mais qui ont une croissance relativement faible. Et on fera pas de. Et je ne citerai personne, parce que mais tu as beaucoup de boîtes. On peut citer Klarna qui
qui a fait, je crois, 24% de croissance au dernier trimestre et qui a perdu 500 millions. Là, tu te dis, bon, oui, c'est normal qu'ils valaient 48 milliards et qu'ils en valent 6 à la dernière levée. Et d'ailleurs, tu te demandes comment ils en sont arrivés là. Mais tu as plein de boîtes qui sont comme ça. Et donc, je pense qu'il y a une bulle, enfin, il y avait une bulle. Et bah, j'ai un Media Tribes que tu connais. Et je me suis beaucoup. Follow Tribes pour ceux qui veulent, c'est ça? Ouais, Follow Tribes. Et en gros, sur le sujet de toutes les valos, etc., moi, j'avais appelé énormément de gens, des fonds, etc. Et l'été, pas cet été, l'été d'avant, donc avant la crise, j'avais écrit un article sur comment valoriser les entreprises, pourquoi il y a une bulle, pourquoi ça a un sens en soi qu'il y ait cette bulle pour l'économie française. Et c'est marrant parce que moi, j'étais très négatif par rapport à tout ce qui se fait en termes de grosses levées, etc. Et j'ai lu pas mal de rapports, notamment le rapport Tibi, qui a été fourni au ministère de l'économie, etc., sur la quatrième révolution industrielle, et dire qu'en fait, si on ne veut pas se faire bouffer par les US et la Chine, il y a un sens à financer de manière très forte des acteurs qui vont potentiellement développer des technologies à lancer. Et donc il y a plein de sujets autour de ça. Oui, il y a une bulle, bah, la preuve elle pète. Est-ce que ces financements sont que négatifs? Non. Est-ce qu'il y a des boîtes qui vont rester, qui vont faire des trucs de ouf? Oui. Donc après je peux répondre à la deuxième question. Je sais pas si ça répond à la première question. Non, si, je pense que ça répond bien à la première. C'était un peu d'avoir ton avis sur aujourd'hui l'état actuel de ce qu'on voit. Tu vois, le Nasdaq qui se pète la figure, les valos là, il y a eu quelques sociétés qui ont publié leurs comptes où ça a fait un peu un tollé. Ouais, carrément. Moi, je rebondis après maintenant sur cette question pour te poser la question de la gouvernance et de quid de ta structuration et de là où tu veux aller quand justement tu as un actionnaire. En fait, je pense que déjà, il y a autant d'actionnaires il y a autant de types d'actionnaires que d'actionnaires. Pour moi, je différencierais vraiment déjà 3 types d'actionnaires. Tu as les BA, tu as les corpos et tu as les fonds. Déjà, c'est pas du tout le même rapport, c'est pas du tout le même rôle. Et après, tu as aussi les nouveaux BA et les anciens BA. Tu as les BA qui demandent des comptes. BA, c'est Business Angel, donc c'est des investisseurs particuliers qui mettent de l'argent en propre. Tu as les BA institutionnels, les BA traditionnels qui vont beaucoup te demander des comptes, demander des chiffres financiers, etc. Et tu as certains BA qui vont plutôt te donner des ressources, t'aider, etc. Donc déjà, au début, les BA, souvent, si tu choisis bien tes business angels, ils vont beaucoup t'apporter. Et donc, typiquement, Olivier Vory, que je mentionnais au début, c'est un gars, c'est lui qui nous a dit travaillez sur vos valeurs, allez chercher les grands comptes plutôt que les petits commerçants. Il nous a donné plein de conseils et c'était vraiment, genre c'est lui qui était directeur financier quand je suis arrivé, il était directeur financier d'Amazon et de partout sur ses week-ends, il nous filait les trucs et il nous a apporté énormément de choses. Donc je pense que déjà les investisseurs ça peut t'apporter des choses. Et aujourd'hui Webedia nous apporte énormément sur des sujets commerciaux ou sur des sujets d'internationalisation. Ensuite, il y a une question de quel BA pour quelle période. Parce que un BA comme moi ou comme Olivier Bory, ça peut t'apporter des choses à une certaine taille. Il y a un moment où il faut quasiment être à temps partiel, temps plein, et donc en fait tu deviens trop loin du sujet. Donc quand tu dépasses 50 employés, tu peux avoir envie de prendre un fonds, tu vas avoir envie de prendre un corpo. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que je pense des fonds, je pense qu'il y a en gros très simplement, je pense qu'il y a des très bons fonds et des très mauvais fonds. Et pour ce qui est des corpos... Alors peut-être parce que du coup il reste même pas 15 minutes. Ouais. Moi ma question c'était, je pense que c'est intéressant, j'ai cru que tu allais aller sur le sujet, c'est est-ce que quand tu as un actionnaire ou un fonds, est-ce qu'il est activiste ou pas? Est-ce qu'ils vont t'aider à mieux structurer ton entreprise sur tiens, on a un super DAF qui peut, vous avez du mal, on va vous mettre quelqu'un, tu parlais d'internationalisation, est-ce qu'ils vous aident à tu vois, fais ta propre lecture du truc où tu appelles 20 entrepreneurs ou tu te fies à ton actionnaire qui te dit non, on l'a fait comme ça, faites comme ça? Je pense que les fonds le font. Les corpos un peu moins parce qu'ils n'ont pas vécu le même type de croissance et le même type de business que nous. Donc je peux pas trop répondre parce que j'ai jamais eu de fonds purs à notre capital, mais de tout ce que j'entends, t'en as qui sont très très poussés et qui développent typiquement un cabinet de recrutement pour leur participation. Et donc en gros, tu vas dire j'ai besoin d'un head of sales, et bien il va dire attends, moi j'ai 4 personnes qui recrutent et ils vont chercher, d'ailleurs ils font du recrutement à plusieurs personnes, donc ça c'est hyper intéressant. Et tu as des fonds qui sont plus en retrait, qui sont plus financiers et qui eux vont vraiment placer de l'argent. Donc tu as tout type de fonds et moi ce que je recommande c'est dès que vous parlez à des fonds, c'est d'appeler, de leur demander c'est qui leur participation en France, d'envoyer un petit message LinkedIn au CEO de la boîte qu'ils ont et leur dire qu'est-ce que tu penses de ce fonds, et nous c'est ce qu'on a fait à chaque fois qu'on discutait. Ok. J'ai encore 2 sujets que je voudrais vraiment traiter avec toi. Un qui est peut-être un petit peu dans la continuité, tu vas nous dire de ce sujet-là qui est croissance organique vs externe à un moment. Tu vois, il y a un moment, tu veux te structurer, tu veux grossir.
Je pense que tu te poses la question de l'acquisition. Est-ce que tu as ton partenaire financier ou ton partenaire qui te dit vas-y, ou là c'était vraiment votre propre stratégie? Je dis ça parce que je sais que vous avez fait une belle acquisition récemment. Ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet qui est vraiment aussi important, c'est quand tu structures ton entreprise, est-ce qu'il y a des moments où tu es confronté à un dilemme qui est je fais monter mes équipes en interne ou je recrute des pointures en externe? Alors, sur le premier sujet, qui est le sujet des acquisitions, je pense que ça va dépendre de quel type d'actionnaire tu as avec toi et de à quel point ils ont les poches profondes, à quel point ils peuvent mettre de l'argent. Tu as certains actionnaires qui vont avoir des stratégies de build-up. Build-up, c'est quand tu achètes plusieurs sociétés et que tu les agrèges. Ouais. Donc, c'est par exemple là PSG qui a investi chez ZenChef et qui, avant ça, avait acheté Javelot, Sympa et Recruity. Et avant ça, avec les groupes Skippers, avec Ivancy et Octoly. Donc, PSG, typiquement, c'est une boîte qui fait de la croissance externe parce qu'ils investissent dans des fonds et ils les regroupent pour créer une boîte supérieure à la somme des trois. Ça peut être une stratégie d'investissement. Après, tu as une stratégie business. C'est-à-dire que, typiquement, partout, on peut se poser la question, en tant que business, sans prendre en compte son actionnariat, est-ce que ça fait du sens que j'achète des boîtes? Tu as différents types d'acquisitions qui peuvent être intéressantes, soit des acquisitions pour rentrer dans un pays, par exemple Doctolib qui avait acheté son concurrent italien, soit des acquisitions pour tuer la concurrence, par exemple Doctolib qui a tué son concurrent de Mon Docteur. Et après, tu vois, Swile, ils ont voulu ouvrir le Brésil, ils ont racheté. Et après, tu avais envie potentiellement de croître plus vite que ce que tu avais prévu, et donc tu achètes un concurrent, donc tu vas acheter des revenus. Donc par exemple, Swile qui a racheté la filiale du grand groupe BP. Ouais, BP. Ben, eux, ils faisaient 11 millions et maintenant ils en font 80. Donc chaque stratégie d'acquisition est différente. Nous, dans notre cas, quand on a fait l'acquisition de Pulp, ce qu'on cherchait, c'était un produit qui est adjacent mais différent pour se diversifier et pour faire de l'upsell sur nos clients existants. Pas forcément une boîte qui fait beaucoup de chiffre d'affaires, mais ce qu'on s'est dit, c'est nous, on est bon pour quoi? On est bon pour développer des produits, pour vendre et pour structurer des trucs. Donc on va acheter un produit qui est loin de nous, dans lequel on n'a pas forcément de compétences si on ne connaissait pas le marché de la restauration. Et c'est un marché hyper compliqué. Et donc Sunday était en train de le craquer, Pulp avait une grosse connaissance parce qu'ils avaient développé un produit depuis 3 ans. On s'est dit ok, on va acheter leur expertise et aussi acheter des gens. Des gens, parce que l'équipe, elle bosse depuis 3 ans et demi avec les restaurateurs et tous les gens qui font du produit le savent. La connaissance du secteur a un impact énorme pour développer plus vite. Donc nous, on s'est dit, on va jamais le faire tout seul. Ouais, carrément. Et peut-être avant de parler du coup de l'évolution de tes people vs recrutement externe, quand tu viens faire un build-up et que tu achètes du coup une société comme Pulp que tu viens greffer à tes équipes, est-ce que c'est si simple que ça, la connexion de je prends une boîte, elle vient chez nous et ça y est, on est tous, on change de t-shirt, on donne des couleurs là comme tu disais, non, et ça y est. Là, s'il y en a que ça intéresse, le sujet des acquisitions, j'avais écrit 2 articles sur le sujet parce que j'ai appelé une quinzaine de personnes qui avaient fait soit des acquisitions, soit s'étaient fait acquérir. En gros, 80% des acquisitions se passent mal, que ce soit sur un point de vue RH, d'un point de vue intégration business ou tech. Donc en gros, moi je m'étais vraiment préparé de ouf et tous les gens, je sais pas partout, on avait une équipe PMI, Post-Merger Integration, avec des streams, on a vraiment bourriné le truc quand on s'était dit on achète une boîte de 17 personnes, mais notre objectif c'est que tout le monde soit heureux à la fin, qu'il n'y ait pas de sang et de larmes, quoi. Et je pense que dans 80% des acquisitions, il y a du sang et des larmes. Mais ouais, tu parles, enfin, on va pas donner de nom, mais on parlait d'une société qui a été rachetée et 6 mois plus tard, sur les 150 salariés, on a 130 qui avaient quitté. Ok, et alors, dernier sujet qui n'est pas des moindres. Quand tu grandis, en fait, tes équipes, tu l'as dit, tu peux avoir autant de parcours différents en étant, tu parlais de sales qui sont passés au product ou autre. Comment tu fais pour structurer ton entreprise? Est-ce que tu as utilisé un peu les 2 stratégies qui sont faire monter des gens en interne qui étaient là depuis le début de l'entreprise? Est-ce que tu as aussi beaucoup fait appel à l'extérieur pour avoir des pointures? En fait, ce qu'on pense avec Thibaut beaucoup, c'est que tu as un peu 2 axes qui sont hyper importants quand tu regardes comment former ton équipe. Et je pense que la majorité des gens qui montent des boîtes se focalisent sur un seul axe qui est la perf. Et nous, on regarde vraiment la performance et l'aspect un peu confiance, loyauté, connexion, etc. Et si on regarde aujourd'hui le COMEX de partout, c'est que des gens, genre, au début de partout à 20, il y avait des gens, je leur disais, si on fait, c'est la merde, pas possible, je peux pas te payer. Genre, ils disaient, non, mais moi, je pars jamais. Genre, je suis prêt à tout pour cette boîte. Et en fait, ces gens-là qui sont encore là plus tard, c'est le ciment de ta boîte. Donc, tu as un côté, dans tes top managers, tu as aussi envie d'avoir des gens, tu te dis pas, ils vont partir. Tu te dis, s'ils partent, ils me préviendront 1 an avant et ils partiront pas s'ils n'ont pas trouvé un remplaçant qui est aussi bon, voire meilleur qu'eux. Et donc, en gros, ces gens-là, les faire monter,
c'est genre l'enjeu de ta boîte. Et donc en gros, on a passé beaucoup de temps à essayer de se dire, faisons monter des gens en interne. Après, tu as certains postes où tu te dis, bon bah voilà, là ça bloque, et on va mettre des équipes externes qui vont aider. Soit en dessous, soit au-dessus, tu vois avec les personnes, soit avec. Et donc là, on a trouvé des binômes, parfois, qui sont top, qui fonctionnent hyper bien ensemble, avec des gens qui ont la connaissance, la loyauté, la compréhension du business, et des gens qui sont de la structure, on parlait des consultants tout à l'heure. Et il y a un autre aspect aussi qui je pense est hyper important, c'est que le problème de la majorité des scale-up, c'est qu'elles ont une croissance tellement vite, tellement rapide, qu'elles ne laissent pas le temps aux gens de progresser. Et la chance qu'on a eue chez Partout, c'est qu'on n'était pas si rapide que ça, puisqu'on faisait jamais plus que x2. Mais si tu fais x3 et que tu as quelqu'un qui a 28 ans et tu lui dis bah, demain tu dois manager 15 personnes, c'est sûr qu'il se plante. Mais si tu lui dis l'année prochaine tu en manages 4, puis l'année d'après 8, puis l'année d'après 15, tu as 3 fois moins de chances qu'il se plante. Donc nous on a eu de la chance d'avoir une croissance qui était limitée par rapport à ce que d'autres boîtes, tu vois un Sunday, ils sont passés de 0 à 400 employés en un an. Tu vois, le premier salarié que tu recrutes en sales, c'est difficile de le faire passer head of sales d'une équipe de 100 personnes. Ouais, à part si tu as recruté un gars qui l'a déjà fait. Quoi. Ok. Ok, en parlant d'équipe, on va rapidement mettre la minute RH. Partout, moi, à titre perso, j'en entends toujours parler en mode super, enfin, en vraiment très bien, surtout pour ce que tu disais, pour l'ambiance très particulière, je pense que vous avez réussi à créer qui est propre, où les gens se sentent bien chez vous. Ouais. Tu as 30 secondes pour pitcher un poste, je t'en prie. Alors, je vais pitcher le poste de VP, parce qu'en fait, on a 4 VP qu'on essaie de recruter en ce moment. On a un VP Engineering pour toute la partie tech, on a un VP Ops pour gérer toutes les opérations chez Partout, à la fois sur notre segment Enterprise et le segment Enterprise. On a un VP Customer Success qu'on cherche, et on a un VP Sales aussi pour manager des dizaines de personnes. Donc, c'est 4 postes stratégiques sur le quarter qui arrive. C'est 4 postes hyper importants, et si vous avez besoin d'être convaincu par Partout, vous pouvez les regarder sur Glassdoor, vous pouvez les regarder sur Welcome to Jungle, toutes les informations, et vous pouvez aussi soit écouter des podcasts qu'on a fait, Vincent en a fait, beaucoup de gens chez nous en ont fait, ou alors des articles qui racontent un peu notre culture ou notre histoire. Ok, trop cool. J'en profite moi aussi. On a quelques postes en ce moment chez WeGroup. Du coup, WeGroup, c'est à la fois WeVoo sur la partie product et WeShow sur la partie tech. Tu as fait plusieurs postes, du coup, je vais pour une fois faire aussi plusieurs postes. On recherche quelqu'un pour nous aider justement à structurer toute la direction financière et nous accompagner sur la réinternalisation de toute notre comptabilité, etc. Donc voilà, si vous êtes comptable dans l'âme, vous aimez les chiffres, etc., vous serez dans une top équipe. Et pareil, on souhaite à recruter quelqu'un sur la partie vraiment DRH au sens, pas j'allais dire noble du terme, nous on l'utilise très mal chez nous, c'est-à-dire que dans le DRH, on peut utiliser à la fois la partie recrutement ou la partie suivi de carrière, formation, etc. Là, c'est vraiment le poste dans sa globalité pour suivre justement tous les collaborateurs de WeGroup, que ce soit chez WeVoo ou WeShow, il y a à peu près 140 personnes, on a prévu de continuer à grandir. Donc voilà, si vous avez l'âme de ces 2 postes, n'hésitez surtout pas. Ok, Thib, il nous reste 2 minutes. Est-ce que tu penses qu'il y a des sujets vraiment méga importants dans la structuration d'une boîte, un conseil que tu as envie de donner à tous les gens qui voudraient créer leur boîte, qui sont actuellement en train de la monter, qu'ils soient 10, 50, 100, un truc où tu te dis, là, ça c'est mon conseil. C'est le conseil, je pense que c'est surcommuniquer versus sous-communiquer, et je pense que toutes les boîtes qui scale devraient tout le temps se dire, il faut que je surcommunique. C'est-à-dire répéter, répéter, répéter. Nous, c'est le truc dont on se rend compte, c'est qu'en fait, les messages, que ce soit la vision, la structure des des produits, l'ambition, etc., il faut répéter les choses et surcommuniquer tout le temps, surtout quand on dépasse 30 collaborateurs. Parce que les gens, en fait, ils retiennent pas si on répète pas, on répète pas, on répète pas. Et donc ça, c'est un truc, je pense qu'il faut le répéter. Et c'était Jeff Weiner, c'est le CEO de LinkedIn. Il y a une formation sur LinkedIn qui est incroyable de lui, qui s'appelle Act Like a CEO ou Inspire Like a CEO. Elle est ouf, elle dure 3 heures. Et notamment, un des trucs qu'il dit, c'est faut répéter jusqu'à ce que tu n'en puisses plus de t'entendre dire la même chose. Ok. Alors, ça me fait penser, je pensais que tu allais, je viens d'y penser. En préparant l'interview, je me suis dit, il va me parler des outils et de la panoplie d'outils. Ouais, tu aurais pu me parler d'outils à fond. 2-3 outils qui ont changé. Alors, me dis pas des Notion, des Slack, des trucs un peu communs que beaucoup de gens utilisent. Des outils qui vous ont vraiment aidé à passer un cap dans la structuration de Partout. Alors, dans les sujets, donc tu as Cobra qui fait du calcul de commission, qui nous a beaucoup aidé pour les sales, les variables. Tu as des questions de knowledge. Nous, maintenant, on va bosser avec Helium,
Mais avant, on avait des boîtes. Helium. C'est une boîte Helium, belge. comme Ouais. ce C'est un qu'il y a outil dans de la... knowledge management. Ok, d'accord. Helium, ouais. Moi, Ok. je vais me faire plein d'ennemis, mais je suis pas un fan de Notion. Ok. Et donc, en gros, c'est un truc de collaboration sur des outils de knowledge. Ok. Qu'est-ce qu'on a utilisé aussi Livestorm en gros, un truc qui nous a révolutionné, notamment pendant toute la période Covid, etc. C'est les webinars. On en fait, mais à balle avec Livestorm, mais genre peut-être 10 ou 15 par mois, quoi. Enfin, on est un peu des Ok. points. En interne? Alors, pour nos clients, pour nos prospects, Ok. tout le temps. Donc ça, c'est aussi un outil qu'on aime beaucoup. Et après, il y a plein d'outils, mais c'est tous les Salesforce, les Slack, les Figma. On avait écrit un article, les 20 outils qu'on utilise le plus. Tu as aussi Ringoverse. Ok. Trop cool. Eh ben écoute, franchement, merci de ton passage ici. On devait être accompagné aujourd'hui, c'est vrai, du fondateur de Conto qui a eu une petite contrainte, donc malheureusement, mais tu as assuré grave. Et en plus, je pense qu'aujourd'hui, si vous suivez Thibaut, vous pouvez le suivre sur LinkedIn. Il a un média qui s'appelle Follow Tribes, qui est extrêmement suivi dans la communauté des entrepreneurs. Ça touche je sais même pas comment tu fais, tu as 10 vies. Est-ce qu'on a le droit de parler de ton projet qui va sortir prochainement? Ouais, Un bouquin? ouais, si j'arrive à trouver du temps pour le Voilà, finir. un Mais ouais. bouquin, un podcast. Enfin bon, Thibaut a une vie bien remplie. On le contacte sur LinkedIn. Ouais, avec plaisir. Ok. Merci à nos auditeurs d'avoir suivi du coup cette 7e épisode du Backpacker. On se retrouve le mois prochain avec l'after produit qui revient. Je ne vous communique pas encore les guests, ce sera une surprise. Et pour le Backpacker, on se retrouve donc pour un sujet qui est Business 3.0 avec le fondateur de Aircall et le remplaçant de Guillaume Moubèche qui a créé l'Emlist qui sera sur un roadshow aux États-Unis. Je vous dis à très bientôt et puis bonne semaine. Salut!